Bonjour, dans cette séquence, on va voir la réflexion. Donc, on va aussi discuter de la capacité d'introspection dans Faro et pourquoi c'est intéressant. Donc, un système réflexif, donc la réflexion se décompose en deux grandes familles. L'introspection, c'est la capacité d'un programme à s'observer lui-même, et l'intercession, c'est la capacité d'un programme à se modifier lui-même, à modifier donc son état, sa propre interprétation. Donc la réification, c'est un concept qui consiste à exprimer, à expliciter sous forme d'objets des choses qui sont normalement implicites. Donc par exemple, la pile d'exécution, donc la stack en Faro, est explicite, et en fait on peut y avoir accès sous la forme d'un objet classique. Donc plus classiquement, la notion de classe, une classe en Faro, c'est un objet tout à fait classique. Dans d'autres langages, c'est vraiment pas le cas, les classes ne sont pas des objets. Donc un système réflexif, comme je le disais, il a une propre représentation de lui-même, d'accord? Donc il est capable de se représenter lui-même, et puis il peut agir sur cette représentation pour se modifier lui-même, et lorsqu'il se modifie, ça change son état, mais ça change aussi sa représentation, d'accord? Donc on parle de lien causal, d'accord, entre sa représentation et son état. Si on change l'état, si l'état change, la représentation du système change, et si on change la représentation du système, ça change l'état du système. Donc pourquoi c'est intéressant tout ça? En fait, c'est intéressant puisqu'on va se servir de l'introspection et de l'intercession pour aller regarder à l'intérieur des objets. Donc ici, je définis une collection, là, que je transforme en collection ordonnée, et puis je vais aller utiliser l'inspecteur de Faro, qui est un outil, d'accord, qui va être capable de regarder à l'intérieur de cet objet. Donc cet objet, ça peut nous dire, donc c'est un objet instance de la classe Ordered Collection, on le voit ici. Cet objet, il a des variables d'instance, first index, last index. On a les valeurs des variables d'instance de cet objet, donc 1, 12, et puis un tableau de 12 éléments. D'accord? Donc on peut se demander comment est-ce que cet outil, l'inspecteur, est capable d'aller regarder à l'intérieur des objets. Comment est-ce qu'il peut voir l'état interne des objets? En fait, pour ça, il utilise des méthodes d'introspection, des méthodes qui vont aller inspecter l'intérieur de l'objet. Donc on en a plein qui sont définis sur la classe Object. Donc insVarAt, qui permet d'aller voir une variable d'instance en fonction de son numéro. Donc je veux aller voir la variable d'instance numéro 1 de cet objet-là. Je peux aller modifier la variable d'instance numéro 1 de cet objet en fixant une nouvelle valeur. Ou alors je peux accéder à une variable d'instance par son nom, ou la modifier par son nom. insVarAt_name put. OK ? Donc je vous donne des exemples. Donc typiquement ici on crée un point et puis on fait, donc le point c'est 10, 3, insVarNamed x. Donc je vais récupérer la valeur de la variable d'instance qui s'appelle x de ce point, donc ça me rend bien 10. Ensuite insVarNamed x put 33, donc j'ai changé la valeur de la variable d'instance x de ce point, donc de 10, c'est passé à 33. D'accord? Donc j'ai été capable de modifier l'état interne d'un objet en utilisant les capacités d'introspection et d'intercession. Surtout l'intercession, là, insVarName put. Okay. Le gros point important, c'est qu'on a violé l'encapsulation. C'est-à-dire que c'est un objet externe qui est venu modifier cet objet-là, son état interne. D'accord? Donc ça viole complètement le principe d'encapsulation, mais c'est extrêmement utile pour construire des outils et pendant les phases de développement. Donc c'est à proscrire dans le code normal d'une application, mais par contre c'est extrêmement puissant pour construire des outils génériques, typiquement un inspecteur de code. Donc je vous donne un autre exemple de méthode d'introspection, la méthode class, qui permet de récupérer la classe d'un objet, donc qui est définie sur la classe object. Donc je peux demander à cette chaîne de caractères quelle est sa classe, ça va me rendre la classe string, ce point quelle est sa classe, la classe point, Smalltalk class, je peux demander à la classe quelle est sa classe, etc. Et puis rajouter classe. Donc en gros, je peux introspecter le système en lui envoyant le message classe aux objets pour savoir de qui ils sont instances, de quelle classe. On en a plein, des méthodes pour introspecter le système. Donc ici, je prends la classe Ordered Collection, puis je vais lui envoyer plein de messages d'introspection. Donc je vais récupérer l'ensemble de ces superclasses, tous ces sélecteurs, le nom de l'ensemble de ces variables d'instance, l'ensemble des sélecteurs. Je veux récupérer l'ensemble des noms de ces variables d'instance, l'ensemble de ces sous-classes, etc., etc., etc. De l'ensemble de ces lignes de code.
Donc en fait, tout ça nous permet de construire des outils de plus haut niveau, tels que le System Navigation ici. D'accord ? Donc ce System Navigation va permettre de montrer ou d'interroger le système à plus haut niveau. Donc par exemple, si je veux voir l'ensemble des classes qui implémentent la méthode virgule. Donc ici, on voit qu'on a une fenêtre qui va s'ouvrir, et puis on va voir tous les implementers de virgule. Donc la classe AbstractFileReference implémente bien la méthode virgule. D'accord ? Et j'ai la liste de toutes les classes qui implémentent cette méthode-là. Alors, un autre exemple, on voudrait implémenter un menu ou un bouton. Et pour ça, quand on clique sur le bouton, on voudrait envoyer un message à l'objet qu'il y a derrière en fonction du nom du bouton, par exemple. Donc comment est-ce que je peux faire pour transformer en fait une chaîne de caractères en message à envoyer à un objet? Donc voilà, j'ai une méthode d'intercession qui permet de faire ça, perform, qui est définie sur object. Donc je lui passe un symbole, donc le nom d'un message à exécuter, et puis ça va envoyer ce message-là à l'objet en question. Donc j'ai une deuxième type de message, donc c'est perform with, où je peux donner le nom du symbole, le nom de la méthode à exécuter, et puis passer une liste d'arguments. Donc je vous donne un exemple, si je fais 5 factorial, donc ça c'est l'envoi de message classique, et l'envoi de message réflexif, c'est 5 perform dièse factorial, donc là c'est un symbole, donc ça veut dire objet 5 s'il te plaît exécute ou reçoit le message factoriel. Et donc il y a le lookup normal qui est appliqué, et ces deux formes sont complètement équivalentes. Donc je vais maintenant vous décrire un autre exemple. En fait, ici, on a un inspecteur de code, Ordered Collection. On voit l'intérieur de la classe Ordered Collection. Donc cette classe, elle contient des attributs, enfin des variables d'instance, par exemple méthode dict. Donc méthode dict, en fait, on voit que la classe Ordered Collection, elle hérite bien de behavior, et donc elle a bien un méthode dict ici, qui est une instance de dictionnaire de méthode, qui lui contient des compile méthodes, et donc on voit bien ce dictionnaire de méthode contient une compile méthode ici, etc., une autre compile méthode, etc. Donc il contient plein de compile méthodes. Et on va être capable, pour chacune de ces compile méthodes, donc ces méthodes compilées, de leur demander leur code source. Donc si je fais self get source, je récupère le code source de la méthode compilée. Mais on peut aller encore plus loin. Une compile méthode, on peut lui demander de s'exécuter directement avec le message value with receiver arguments. D'accord ? Donc attention, hein, si je fais ça, il n'y a pas de lookup. Vu que je tiens déjà une méthode compilée, elle s'exécute directement. Il n'y a pas d'envoi de message. Donc ici, je vais demander à la classe integer de récupérer sa compile méthode qui s'appelle factoriel. Donc je récupère bien une instance de la classe compile méthode. Je lui envoie le message value with receiver arguments. Donc je lui passe les arguments. Donc le receveur, ça sera 5. Les arguments, ça sera tableau vide puisque c'est un message unaire. Et on va bien récupérer le résultat. Donc ça revient à déclencher l'exécution de la compile méthode sans lookup. Donc en résumé, la réflexion c'est extrêmement puissant, on l'a vu, c'est quelque chose qui permet d'introspecter tout le système puisqu'il est représenté en lui-même sous la forme d'objets, mais aussi d'aller modifier l'état du système. Ça permet de construire de façon générique des outils sur tous les objets. Donc vous pouvez vraiment dialoguer avec les objets avec un protocole qui est le même pour tous les objets du point de vue structurel. Par contre, attention, ça va violer les principes d'encapsulation, donc c'est pas à utiliser dans du code métier, c'est à utiliser pour la construction d'outils, et ça facilite notamment l'écriture d'inspecteurs de code, comme on a pu le voir, et vous pouvez d'ailleurs aller voir comment il est implémenté en Pharo.